Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission au format assez exceptionnel puisqu'il entre dans le cadre du festival du Rendez-vous des Futurs, organisé ici au Cube, à Issy-les-Moulineaux, le 5 mai 2021. Je précise parce que peut-être que vous êtes en train de nous regarder à une autre époque. Et tant mieux pour vous. Je suis accompagné de mon camarade, de mon vieux camarade, Nils Osmanov. Vieux, il n'y a rien de péjoratif, évidemment, c'est juste ancien au sens où ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, longtemps qu'on relève un tas de défis ensemble. Bonjour Nils. Bonjour Éloi. Cette émission est évidemment en vidéo, mais elle est aussi en audio, en podcast audio, sur toutes les bonnes plateformes. Cette émission est coproduite, comme depuis le début, comme depuis plus de 10 ans, par JD Carré, Triple C et Le Cube. Nous sommes donc dans un format assez spécial et aujourd'hui, nous retrouvons deux invités qui ne sont pas sur le plateau ici au Cube, mais qui sont en visio. C'est à la mode et c'est très bien aussi. Nous allons parler aujourd'hui de plein de thèmes. Alors là, je mets plein de mots-clés sur la table et puis on va checker tout ça et puis vous allez voir, ça va être une émission fabuleuse. On va parler de méritocratie, on va s'interroger, on va juste faire pause déjà sur c'est quoi, de quoi on parle, ascenseur social, de quoi on parle, reproduction des élites, bulles de filtre, grandes écoles aussi peut-être, comment recréer du lien, comment recréer du sens, l'époque est morose, comment, où et pourquoi aussi amorcer le réenchantement, amorcer une sorte de remise en couleur, On reçoit pour ça Ismaël Lemouel. Bonjour Ismaël. Bonjour. Alors, moi je ne m'embête pas dans la présentation des invités, je prends la bio Twitter, ça tombe bien, vous êtes tous les deux sur Twitter, donc c'est parfait. Parce que c'est ce qu'il y a de plus court, c'est ce qu'il y a de plus assumé, au moins on parle par mots-clés et c'est parfait. Enfin, moi ça me convient bien. Ismaël, vous êtes cofondateur et ancien président de Hello Asso, Transclasse, alumni Polytechnique HEC Paris et papa. C'est la bio Twitter. Nathan Stern. Bonjour Nathan. Bonjour Éloi. Nathan, la bio Twitter, ingénieur social. Alors après, il y a des hashtags, empathie, solidarité, SoCent, Colcon, happyweek.fr. Bon, après, il y a le lien commongoodfactory.com. Je vous y invite évidemment au clic. Voisin-age.fr aussi et Peuplade. Alors tous les deux, c'est compliqué de démarrer de toute manière un sujet comme ça, un sujet où on parle de l'ascenseur social. L'ascenseur social, on sait qu'il est cassé, mais il va juste falloir s'intéresser à comment il est cassé. Alors c'est une question que je pose juste à tous les deux, une sorte de diagnostic, docteur. Un petit diagnostic, l'ascenseur est cassé, il ne dessert plus vraiment tous les étages, on le sent bien. Déjà, est-ce qu'il les a tous desservis? Ça c'est une question dans la question. Et puis, à quel endroit vous pensez qu'il s'est cassé de manière la plus fracturée? Et puis après, on ira un petit peu plus loin, bien sûr. Nathan. Alors moi, je commencerai par mettre un peu de distance à l'égard de cette métaphore qui est peut-être un peu toxique. Ça laisse penser qu'il y a des niveaux, des étages qui sont empilés les uns au-dessus des autres. Et en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Bien sûr, il y a des pays comme le Danemark où, lorsqu'on est pauvre, on a plus de chances, en moins de générations, de se retrouver dans la moyenne. Et des pays comme la Colombie où c'est beaucoup plus compliqué. En France, on est plutôt un élève moyen, pas terrible. Mais ce qu'il faut très bien comprendre, c'est que c'est une notion qui a une forte popularité médiatique, cette notion d'ascenseur social toujours cassée, mais qu'en réalité, on parle de choses très hétérogènes. Il y a l'ascension sociale transgénérationnelle et l'ascension sociale intragénérationnelle. Les gens veulent au moins s'élever au niveau de leurs parents et si possible les dépasser. Ils veulent aussi progresser dans leur vie. Et en fait, une métaphore plus juste serait celle des escalators, puisqu'en vérité, presque tout le monde a augmenté son revenu, presque tout le monde a augmenté son niveau de vie, etc. Ce qui se passe, c'est que ce n'est pas toujours la même vitesse, pas toujours le même rythme. Et donc, on a parfois un sentiment de déclassement qui est très aigu et on a aussi parfois des situations de pauvreté authentique et insupportable. On a beaucoup de facteurs à évoquer. Moi, voilà, je voulais commencer par dire ascenseur social. Est-ce que cette notion qu'il y aurait une hiérarchie et que tout le monde voudrait une promotion sociale, est-ce que c'est vraiment le rêve qu'il nous faut aujourd'hui? Est-ce qu'il ne nous faut pas plutôt nous concentrer sur notre aliénation et cultiver une liberté? Et bien sûr, l'ascension sociale est parfois un instrument indispensable pour accéder à cette liberté, mais je pense qu'on s'intoxique tous avec un rêve comparatif dans lequel il faudrait qu'on soit en permanence à croître ou à s'élever, alors que le plus dur, c'est de trouver sa place, de s'y sentir bien et de vivre en bonne intelligence avec son environnement.
Et je dénonce bien sûr les inégalités absurdes et tous les dysfonctionnements qui font qu'on ne peut pas choisir son destin. C'est évidemment très important qu'on répare tout ça. Merci Nathan. Ismaël, sur cette notion d'ascenseur social, et évidemment c'est une grande image, une image peut-être un peu galvaudée. Est-ce qu'on parle d'escalator? Alors, moi, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Nathan, évidemment. Je crois que cette notion d'ascenseur, voire même d'escalator, pose une question fondamentale qui est est-ce qu'il y a un haut, est-ce qu'il y a un bas? Je pense évidemment que ce n'est pas le cas et que c'est bien le problème qui est au cœur de cette notion d'ascenseur social ou de méritocratie. C'est qu'on vit, on le voit aujourd'hui, dans une société de plus en plus polarisée et où justement on a de plus en plus la sensation qu'on doit être soit en haut, soit en bas. Je pense que ce problème-là est assez important et qu'on ne peut pas finalement parler d'ascenseur social sans parler de l'endroit finalement où se joue cette ascension qui devrait avoir lieu, à savoir l'éducation. Et vous me demandiez, Éloi, de poser le constat. Je pense que le constat, il a déjà été posé. Il a été posé depuis de nombreuses années. Il a été posé d'abord par Pierre Bourdieu sur tous ces mécanismes de reproduction, où on voit que dans ce qu'on appelle aujourd'hui les élites, même si j'aime pas beaucoup ce terme, il y a une reproduction très très importante par l'éducation notamment. Et puis il a été posé plus récemment, c'est extrêmement intéressant, par l'Institut des politiques publiques qui a publié en janvier dernier un rapport qui s'appelle Quelle démocratisation des grandes écoles depuis le milieu des années 2000, où on apprend que aujourd'hui les 2 tiers des étudiants de grandes écoles sont issus de catégories sociales très favorisées, et qu'à l'inverse, les étudiants issus de catégories, défavorisées ne représentent que 9% des effectifs. C'est des chiffres qui sont très très stables depuis une dizaine d'années, malgré toutes les initiatives qui ont pu être posées en termes d'égalité des chances. Et je trouve que ça pose une question qui est peut-être plus adéquate que celle de l'ascenseur social, c'est la question de la justice. C'est-à-dire, on vit aujourd'hui dans un monde où, on le sait, les diplômes qui sont acquis au moment de l'éducation peuvent apporter finalement de grands privilèges plus tard dans la carrière professionnelle. Et l'attribution de ces diplômes se fait finalement, quand on regarde en prenant un petit peu de hauteur, de façon très injuste, puisqu'il y a énormément de reproduction sociale à cet endroit-là. Et il me semble qu'un des problèmes fondamentaux à adresser est celui-là. Vous, Ismaël, je vais me permettre une question peut-être un petit peu personnelle. Vous avez fait partie de ces grandes écoles, vous le mettez dans votre bio Twitter, Alumni Polytechnique, Alumni HEC. Vous avez constaté aussi, de votre point de vue d'étudiant qui ne venait pas forcément de l'élite, vous avez constaté Bien sûr, ce bug? c'est quelque chose en fait, et on revient d'ailleurs à une notion qui est aussi solidement imbriquée dans celle de la méritocratie, c'est celle de l'effort. C'est-à-dire que moi, enfant, j'ai été, on va dire, biberonné à cette idée que si je travaillais beaucoup, j'allais y arriver. Et c'est un peu le sous-jacent finalement derrière cette idée de méritocratie. Et puis plus j'ai avancé dans mon parcours scolaire, plus je suis arrivé dans effectivement certaines grandes écoles, Polytechnique notamment, plus je me suis rendu compte qu'en fait il y avait de plus en plus d'homogénéité sociale, que tous les étudiants qui étaient autour de moi possédaient des codes que je ne possédais pas, et surtout étaient tous un peu les mêmes, avaient vraiment la même origine sociale. Et je ne dis pas ça pour dire que j'ai subi des discriminations, bien sûr, ce n'est pas le cas et j'ai eu beaucoup de chance. En revanche, ça pose un vrai problème qu'il n'y ait pas dans ces écoles d'élite de vraie représentativité de l'ensemble de la population. Merci Ismaël. Niels, je vous laisse. Alors moi j'ai une question peut-être un petit peu générale qui concerne tous les deux. Vous êtes tous les deux très engagés au service de l'intérêt général depuis longtemps, et vous, très tôt, vous l'avez fait en utilisant le numérique. Et moi j'ai en tête un livre de Annie Ernaux, La place. On a parlé de la place tout à l'heure dans la société. Et en fait, elle raconte que son père a tenu pendant très longtemps un commerce qui marchait très bien, une activité. Et puis qu'un jour, il a perdu sa place dans l'économie, dans cette société qui était en pleine évolution, qui se modernisait, etc. Il avait perdu sa place. Mais en fait, ce n'est pas lui qui avait perdu sa place. Ce qu'elle dit de très juste, c'est que c'est la société qui l'a déplacé.
Et ma question, c'est, vous qui êtes dans l'innovation numérique depuis longtemps, et je répète, au service de l'intérêt général, de l'innovation sociale, néanmoins, vous avez contribué fortement à amener un nouveau paradigme, même si c'est un espèce de paradigme de la deuxième chance avec le numérique, mais vous avez contribué à amener ce nouveau paradigme qui déplace justement, qui déclasse même beaucoup de gens aujourd'hui dans la société. Comment vous vivez ce paradoxe ? Alors moi, je pense que c'est vraiment une question centrale dans la réflexion, c'est cette question de la place et finalement de la dignité. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu, quand on essaie de prendre un peu de hauteur sur le sujet, je le disais juste avant, la notion de l'effort, elle est centrale. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose avec laquelle beaucoup de gens sont d'accord dans nos sociétés, qui consiste à penser que les gens qui font plus d'efforts doivent être d'une certaine façon plus rémunérés pour cet effort. Et je pense qu'en fait, le sous-jacent de cette idée est totalement faux. C'est-à-dire que quand vous prenez un exemple très très simple, prenez par exemple deux personnes qui construisent un mur, une qui est très grande et très musclée, et l'autre qui est toute petite, et qui vont construire ce même mur. Et mettons qu'elle travaille 2 heures, et que du coup la personne toute petite va travailler d'arrache-pied pour faire un mètre de mur, et la personne qui est très grande et très musclée va pas beaucoup travailler, le faire de façon très, très, très peu rapide, et va faire le même mur pendant la même période. Si c'était juste de dire qu'on doit plus rémunérer les gens en fonction de leur effort, ben on serait censé rémunérer plus pour le même mètre de mur construite la personne qui est plus petite et qui donc a fourni plus d'efforts. Vous allez, je pense, être d'accord pour dire que assez peu de gens vont valider ce point et vont dire bah oui, cette personne a fait plus d'efforts, donc je vais la payer plus. Et donc en fait, ce simple exemple illustre que c'est pas la notion d'effort qui doit être valorisée, parce qu'on a tous, à un moment ou à un autre, un certain nombre de talents, de choses qu'on sait faire, mais qui ne sont pas forcément dus à nos efforts ou à notre travail. Bien sûr, il faut travailler, mais qui sont dus à des talents qui sont valorisés dans la société. Et ça revient, pour répondre à votre question, Niels, à la notion de place. C'est-à-dire que la notion de place est intimement liée à celle de la valeur qu'on a dans la société. Et cette valeur aujourd'hui, dans la société capitaliste dans laquelle on vit, elle est très très corrélée à l'argent qui est produit quand on travaille. Et je pense que le sujet de fond de la méritocratie, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est bien ce qu'on a vu pendant la crise du Covid, vous avez plein de métiers, que ce soit les soignants, que ce soit les éboueurs, que ce soit, enfin, voilà, la liste est très très longue, qui aujourd'hui sont pas forcément très valorisés par la société et qui pourtant produisent énormément de valeur sociale. Et il me semble que du coup, la question qu'on doit se poser, c'est vraiment celle-là, c'est comment faire en sorte que la valeur sociale qui est créée par l'ensemble des parties prenantes soit justement rémunérée, mais pas en fonction de ce qui a été produit monétairement. Alors, juste avant d'entendre la réponse de Nathan, juste parce que cette notion de pénibilité, elle existe déjà, est-ce que vous dites que finalement, aujourd'hui, il faut la reconsidérer et qu'il y a peut-être beaucoup aujourd'hui, comment dire, de travaux, et on le voit par exemple, on l'a vu avec les infirmières, la charge mentale que c'est, etc., qui aujourd'hui sont sous-valorisées ou, oui. Oui, je pense que ce qu'il faut reconsidérer, en fait, c'est le lien entre la valeur monétaire produite et la rémunération des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes un trader haute fréquence, vous gagnez des millions. Quand vous êtes une infirmière, vous gagnez quelques milliers d'euros, dans le meilleur des cas. Et du coup, ce que j'essaie de dire, c'est que pourtant, dans un cas, il y a une valeur sociale qui est plus forte que dans l'autre. Et donc, le marché n'est probablement pas le bon instrument pour déterminer qui gagne le plus ou qui a le plus de mérite, dans le fond. Ok, merci. Nathan, de votre côté, oui, quelques éléments de réponse? Je veux essayer de répondre. Moi, je me retrouve complètement dans ce que dit Ismaël sur le rôle de l'éducation, le rôle clé de l'éducation, sur la dimension de justice sociale qui est sous-jacente à cette question de l'ascension sociale et des possibilités de profiter d'une égalité des chances, et à ce qu'aujourd'hui, on a un marché qui est déréglé et qui ne rétribue pas du tout la création de valeur sociale. Donc, il y a une forme de non-méritocratie quelque part du marché, puisque ceux qui sont le plus méritants ne sont pas du tout ceux qui sont les plus reconnus. Je vais me focaliser un instant sur le digital, parce que je dirais qu'il y a
le pire et le meilleur qui se côtoient. On a un digital quelque part qui déqualifie, on pourrait qualifier ce digital d'algorithmique, c'est le digital des plateformes de services de livraison à la demande, qui va vous proposer de faire une partie très fragmentaire, très dérisoire, très peu qualifiée de la chaîne de valeur, et qui va asservir quelque part le citoyen, le travailleur, le sujet à un algorithme, à une machine qui va prendre des décisions, qui va peut-être gamifier l'expérience professionnelle pour rendre plus indolore une situation qui, au fond, est une situation d'aliénation très forte. Et puis, on a un autre digital qui est le digital collaboratif, le digital des pairs, du groupe de pairs, qui va, lui, vous donner des chances d'exister, même si vous n'avez pas le diplôme, même si vous n'avez pas le sésame, même si l'institution ne vous a pas reconnu, vous allez pouvoir cuisiner pour vos voisins, vous allez pouvoir mobiliser des fonds pour votre association, vous allez pouvoir faire une campagne de crowdfunding, et en fait, vous allez avoir ce support, ce soutien du groupe de pairs. Et donc, on a vraiment quelque part un antagonisme entre un digital algorithmique, quelque part, qui tend à éliminer de l'équation le facteur humain, et puis un digital collaboratif où, au contraire, c'est vraiment l'humain qui va, sur un mode plus horizontal que traditionnellement, retrouver ses chances. Donc, on a clairement, on est dans un moment de l'histoire où des opportunités nouvelles s'ouvrent et où on peut réussir, même si on a échoué sur le plan scolaire, même si le système scolaire nous a éliminés. Et moi, je veux quand même dire un tout petit mot de ce que, dès le CP, on a des enfants dans notre système scolaire à qui on dit « t'es nul, t'es le dernier de la classe, t'as une mauvaise note ». Et c'est quand même assez scandaleux, à mon sens, qu'on en soit en 2021 encore à avoir, dès l'entrée dans le système scolaire, cette logique compétitive, comparative, où l'enfant va très tôt être habitué à se dire « je suis en dessous ». Et on a bien sûr à évoquer les discriminations, mais on a aussi à évoquer tous les processus d'internalisation de cette infériorité qui commence dès le CP. Et je trouve que c'est une forme de maltraitance que de donner à des enfants qui n'ont rien demandé des mauvaises notes, comme si c'était une chose inévitable et qu'on n'avait pas d'autre levier pour stimuler l'engagement et le désir d'apprentissage, comme si la curiosité n'était pas un fait notoire, etc. Donc, pour moi, c'est très important de s'émanciper quelque part de tous les leviers toxiques de mobilisation et d'engagement au profit de leviers plus désintéressés, comme la curiosité, la passion, les rêves, les liens. On n'a pas encore assez parlé des liens, mais si le digital peut être d'une certaine manière un facteur d'émancipation pour beaucoup d'entre nous, c'est parce qu'il nous permet de tisser des liens qui vont nous permettre d'apprendre les codes de comportement qui jouent un rôle clé dans les discriminations scolaires. Quand on ne sait pas comment se tenir, quand on ne sait pas comment se présenter, en fait, il est très clair qu'on ne fait pas partie et que du coup, on n'a peut-être pas sa place dans telle classe prépa ou dans telle promotion. Donc, ça me paraît vraiment clé de reprendre le paradigme et de se dire on arrête avec cette verticalité, cette hiérarchisation, et on essaie de défendre un écosystème d'opportunités où le sujet, c'est quelle place on va se trouver pour se sentir bien, pour être soi-même, et est-ce qu'on va pouvoir changer de place, etc. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais j'ai essayé de restituer autre chose. Vous avez été très, très clair, Nathan. Alors, le temps file, évidemment, et c'est mon rôle de rappeler qu'une minute, c'est 60 secondes, etc., etc. Je voudrais juste qu'on entende un petit son, une petite vidéo. C'est une résonance avec Julia Cagé. On se retrouve en plateau juste après. On est bien pendant le festival du Rendez-vous du Futur. On se retrouve juste après. L'autre. En quelques mots. Ça me fait penser à tout le débat actuellement sur l'immigration. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a créé avec l'extrême droite en France, pas seulement, mais le Rassemblement national fait campagne de plus en plus sur la haine de l'autre, l'autre comme ennemi, comme repoussoir, comme si on pouvait lui donner la responsabilité de tous nos maux, alors qu'aujourd'hui, il faudrait plutôt avoir une politique d'intégration, une politique d'ouverture. Je trouve que la politique d'immigration de la France au cours des dernières années a été scandaleuse. Elle a été pas suffisamment solidaire, elle n'était pas suffisamment ouverte. Tout ce qui s'est passé autour de SOS Méditerranée, par exemple, vous avez simplement des associations, des ONG qui créent des bateaux pour éviter que des gens
meurent en mer et on les laisse pas accoster dans des ports en France. Je trouve qu'on a un rapport à l'autre extrêmement problématique. Et là encore, c'est pas très optimiste, mais j'espère qu'on va réussir à recréer davantage de solidarité, et notamment de solidarité à un échelon qui soit plus large que l'échelon du pays. Alors l'exercice n'est pas simple, donc on est toujours sur le rendez-vous du futur avec Nathan Stern et Ismaël Lemouel. Nathan, Ismaël, Nathan, c'est pas simple, le petit exercice que je vous demande, c'est de rebondir là comme ça en 30 secondes, mais notamment sur ces derniers mots finalement. Il y a quand même une espérance de la part de Julia Cagé vers de nouvelles solidarités. C'est ça, et là-dessus, je trouve que ça résonne énormément avec ce que vient de dire Nathan également, c'est-à-dire que le sujet quand même est celui des discriminations, c'est-à-dire qu'on a vu ces dernières années tout ce qui s'est passé sur le racisme et le sexisme, mais on parle assez peu finalement du classisme, qui est pourtant, à mon sens, une des discriminations les plus fortes dans nos sociétés aujourd'hui, c'est-à-dire que tous les codes dont parlait Nathan tout à l'heure sont des codes qui sont acquis par l'éducation et qui sont très très différents selon les classes sociales. Et donc, on voit aujourd'hui que ce manque de solidarité, il vient tout simplement, à mon avis, du fait qu'on juge très très facilement les comportements, les habits, la façon de parler que vont avoir les gens dans d'autres classes. Et ce jugement-là, qui est vraiment de la discrimination pure, mais qui n'apparaît pas comme tel dans la société, est quelque chose qui crée un fossé très, 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 très fort entre les gagnants de la méritocratie et les perdants qui se sentent humiliés dans ce jeu-là. Et donc, il me semble qu'au cœur de la solidarité, il doit y avoir la réconciliation entre finalement cette hubris qui peut un petit peu saisir tous les gagnants de ce système et l'humiliation qui est vécue par tous ceux qui n'ont pas les codes pour prendre cet ascenseur. Merci Ismaël. Nathan, un petit rebond également en quelques secondes, enfin en quelques mots. Avec plaisir. Quand on regarde les études internationales, on voit qu'il y a une corrélation entre l'intérêt pour la redistribution, qui est beaucoup plus fort en Europe qu'aux États-Unis par exemple, et la perception que l'ascension sociale est possible. Et on repart à un autre facteur très important, c'est que lorsque on a une perception négative de l'immigration, le désir de redistribution est cassé. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les nouveaux venus bénéficient de l'État-providence ou de quelques services que ce soit. Donc, la perception négative de l'immigration est intéressante à instrumentaliser quand on veut casser le désir de redistribution, parce que c'est vraiment un facteur limitant. Et du coup, je pense que j'essaie de réagir en live à Julia Cagé et à son propos. Je pense que c'est important de s'intéresser vraiment au ressenti subjectif des citoyens pour prendre acte qu'il se joue des choses ambivalentes autour du rapport à l'autre et de la question de la redistribution. Il y a vraiment une définition à se donner de la justice. Il faut se rendre compte que les États-Unis sont plus inégalitaires et donnent moins de chance à leurs citoyens que l'Europe. Et pourtant, là-bas, la perception des opportunités est beaucoup plus forte. La notion de rêve américain y joue un rôle. Et du coup, le désir de redistribution a longtemps été moins fort. Après, Biden est arrivé, il dit que le ruissellement n'a jamais fonctionné, c'est une petite révolution, donc on attend de voir les prochains épisodes, mais jusqu'ici, il y a eu quand même de forts contrastes. Je ne sais pas si j'ai su réagir. Si, merci Nathan, et c'est vrai que là, on assiste un peu à une Biden mania, on a hâte de voir les prochains épisodes, vous avez raison. Niels? Oui, juste un mot pour dire que est-ce qu'il ne faut pas repenser l'économie en repensant l'idée des externalités positives. Je sais que Ismaël, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, Nathan aussi, sur finalement une reconnaissance d'un ROI, pour prendre un terme d'économiste, retour sur investissement, qui soit différent, et notamment le ROI des actions d'intérêt général. Par exemple, Ismaël, vous avez, je sais, à un moment donné, bataillé pour que la BPI, le plan de relance, etc., acceptent l'idée que le secteur associatif, le tiers secteur, amène une valeur sociale extrêmement forte, sauf qu'il n'a pas accès au crédit d'impôt recherche, il n'a pas accès aux aides que les entreprises ont, etc. Est-ce que là, économiquement, il n'y a pas un biais qu'il faut, ou un angle mort qu'il faut corriger ? Si, tout à fait. Merci Niels de revenir là-dessus. Je pense qu'en fait, le biais qu'il faut corriger, c'est un peu un biais cognitif, c'est-à-dire que
aujourd'hui, Nathan le disait tout à l'heure, l'égalité des chances est vue comme quelque chose qui serait au fond souhaitable. C'est-à-dire qu'on se dit tous, ah bah oui, ça serait génial si on arrivait à corriger le système éducatif pour que tout le monde ait la même opportunité. Et dans ce cas-là, le système fonctionnerait parfaitement. Je pense que c'est tout à fait faux. C'est-à-dire que si vous imaginez un système où tout le monde, justement, a une société où tout le monde a la même chance de réussir, il ne faut pas sous-estimer quand même le fait qu'on arrive quand même dans une société à un moment donné. Je vais vous donner un exemple précis là encore. Si vous vous appelez Michael Jordan et que vous faites du basket, vous devenez très très successful en basket. Mais il ne faut pas oublier que en fait, si vous étiez né pendant la Renaissance, probablement tout le monde s'en fichait du basket et vous n'auriez pas eu tout le succès en question. Et donc en fait, tout ça est énormément une question de chance, quand bien même on fait beaucoup d'efforts et quand bien même on a beaucoup de talent. Et donc, il me semble que le sujet clé, c'est celui-là, c'est de reconnaître finalement la part de chance qu'il y a dans les parcours qui existent, de ne pas être dans une posture de domination sociale et d'humiliation envers ceux qui ne réussissent pas. Et une fois qu'on a posé ça comme un principe qui devrait être, à mon avis, ce principe finalement d'humilité et de reconnaître la chance qu'on a d'être à l'endroit où on est, qui est bien souvent une chance de naissance, eh bien, c'est un principe très, très différent de celui de la méritocratie qui, forcément, ensuite invite à penser l'économie différemment. Mais du coup, pour le dire autrement, il me semble que le sujet de fond est un sujet plus de morale que d'économie et que c'est cette conviction qui est largement partagée dans la société que l'égalité des chances est souhaitable et que l'effort doit être rémunéré, qu'il faut complètement changer pour construire la société sur une base nouvelle. Merci Ismaël. J'ai une petite surprise pour vous. On a une petite surprise. On a Alexandre qui nous accompagne depuis quelques années avec des chroniques un petit peu étonnantes. Nous sommes le 5 mai 1789. Non, vous ne réveillez pas. Nous sommes le 5 mai 1789. Et aujourd'hui, les États généraux s'ouvrent. Nous retrouvons un petit extrait du journal télévisé de l'époque. C'est la chronique Aléa Jacta Fuite. On est bien dans le festival Rendez-vous des Futurs avec Ismaël Lemoel et Nathan Stern. À tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce mardi 5 mai 1789, l'ouverture des États généraux à Versailles, monarqués par Louis XVI. Louis XVI qui s'est longuement exprimé sur la nécessité d'engager une profonde réforme de l'État et qui a tenu à rappeler son amour pour le peuple français. Mais ce sont les déclarations du ministre des Finances Jacques Necker qui ont suscité de vives réactions entre déficit public exorbitant, réforme de la fiscalité et annonce de nouveaux impôts. Des déclarations qui passent mal. Sujet signé Jean Bombeur, Séverine Grosbras, François Duplon dans l'aile. C'est la phrase qui a mis le feu aux poudres. Nous souhaitons donc imposer à tous les Français un impôt unique sans aucune dérogation possible. Devant une assistance médusée, Jacques Necker a dévoilé l'ampleur du gouffre des comptes publics. Une vague d'indignation s'est élevée dans les rangs de la noblesse et du clergé lorsque le ministre des Finances a évoqué la possibilité d'instaurer un impôt unique qui pèserait sur tous les Français, et ce, quelles que soient leurs conditions sociales. Que pensez-vous d'un impôt unique ? Bon, sur le fond, moi je suis plutôt pour. Après, voilà, je vois pas pourquoi c'est toujours eux mêmes de payer. Pour les autres, voilà, il y en a... bon, on va pas les citer. Enfin, la noblesse et le clergé, par exemple, eux, ils payent pas d'impôts. Alors, je comprends pas pourquoi ils ont autant de privilèges aujourd'hui encore. Qu'est-ce qui justifie cette position privilégiée, je veux dire ? Que pensez-vous ? Je parle pas à la presse. Vendu, perruqué. Ouais, ça me dérange un petit peu, ouais. J'ai l'impression qu'on nous prend un peu pour des imbéciles, quoi. Non, mais pourquoi ce serait à nous de payer l'addition quand il y a une mauvaise gestion, en fait, quoi. Avec nous ce soir, Jacques-René Hébert, journaliste, polémiste et membre du Tiers-État. Jacques-René, que pensez-vous des annonces du ministre ? On voit bien la grossière manœuvre politique qui se trame derrière ces annonces. De qui se moque-t-on réellement ? Ce soi-disant impôt unique est en réalité un écran de fumée qui va, une fois de plus, je le crois, bénéficier à celles et ceux qui sont les plus aisés dans ce pays. Que demandez-vous concrètement ?
Eh bien écoutez, c'est très simple. Je crois que nous devons aujourd'hui nous réunir en une seule et même assemblée, y incorporer donc les représentants de la noblesse et du clergé, afin qu'ils n'aient plus la possibilité de nous imposer leurs vues et surtout de conserver leurs privilèges. Nous représentons tout de même, nous, tiers État, 98% de la population, et c'est sur nous seuls que pèse l'impôt. Je pense que c'est une véritable injustice dans ce pays. Sans transition, jeu de paume, des violences ont émaillé. C'était donc la chronique Aléa Jacques ta fuite d'Alexandre Molitor. Merci beaucoup Alex. Juste en 2 mots, Ismaël, Nathan, un petit rebond. Alors oui, sur l'impôt, moi, c'est assez marrant parce que c'est une question qui est forcément assez corrélée. Si on revient sur ce que je disais juste avant, sur le point de vue philosophique, à partir du moment où on considère que la place qu'on a, on l'occupe avant tout par chance, avant le travail et l'effort qu'on a fourni, eh bien, l'impôt est un peu moins une question. En revanche, il me semble que on ne peut pas nier non plus que l'impôt est une forme de... C'est quelque chose qui est imposé par l'État. Ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est que philosophiquement, ça devienne quelque chose de chouette de payer son impôt. Et pour ça, il faut bien changer les sous-jacents philosophiques de cette méritocratie. On est d'accord, Nathan? En ce moment, je défends une mesure que j'ai appelée éco-détaxe, qui dit que la fiscalité devrait nous pousser à consommer mieux et que le prix des biens et des services devrait être affecté pas seulement par le coût de production, mais par les externalités et notamment par l'impact social et environnemental du bien ou du service. Et à travers cette défense que j'essaie de pousser, c'est de promouvoir une modulation dans notre définition de la réussite, dans nos indicateurs de réussite. Et aujourd'hui, on a une définition de la réussite qui fragilise l'habitabilité même de notre planète. C'est assez fou qu'on se soit donné une boussole de mesure de notre croissance, de notre réussite, qui nous pousse au suicide. Donc il est vraiment urgent, comme le disait Niels, qu'on reprenne en compte la question des externalités et qu'on l'intègre dans nos prix pour que le marché reflète un peu mieux la valeur réelle des choses. Et je boucle aussi sur ce que disait Ismaël concernant la non-reconnaissance économique de la création de valeur sociale. C'est ça qu'on paye chaque jour quelque part. Et réparer l'ascenseur social, c'est souhaitable pour autant que le système lui-même soit réparé et qu'il ne mesure plus la réussite à la valeur économique ou à la création de revenus, mais à tout un tas d'autres expressions qui sont beaucoup plus essentielles et durables. Merci Nathan Stern, merci Ismaël Lemouel, merci Niels Osmanov d'avoir participé à cette émission. Une émission coproduite par JD Carré, Triple C et Le Cube. Vous retrouvez cette émission en vidéo et aussi en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Bon, comme d'habitude, si vous le voulez, aimez, commentez et ensemble, partageons le changement. À bientôt.